OK. Bonjour à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence. C'est la première pour ce salon virtuel de l'emploi organisé par le REDEC Canada, entièrement financé par Citoyenneté et Immigration Canada. Donc, pour la réalisation de ce projet, on a eu recours à nos différents membres du réseau qui sont installés dans toutes les régions du Canada au Québec, notamment le REDE Nouveau-Brunswick, le REDE Ontario, à SEO aujourd'hui. Nous n'avons, pour ne pas citer toutes les autres provinces, donc on est présent sur 9 territoires, sur 9 provinces et 3 territoires. Ce matin, on a l'occasion de vous accueillir dans cette conférence parce que on a eu trop de préoccupations en matière d'employabilité au niveau de la fonction publique et nous avons sollicité afin qu'ils puissent vous édifier sur l'employabilité dans cette partie, dans cette machine du gouvernement qui a une forte besoin en matière de main-d'œuvre. Moi, je m'appelle Alexandre Comto, je suis coordonnateur en immigration et en employabilité chez REDE Canada. Et plus tard, vers la fin, je vous présenterai un de mes collègues aussi, Alexandra Korasiewicz, qui travaille également dans le même projet. Il a aussi contribué massivement à la réalisation de ce projet. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Michel, le représentant de la fonction publique, de vous édifier et de faire sa présentation. À toi la parole, Michel. Merci Alexandre. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Michel Bougie, je suis conseiller en ressources humaines à la Commission de la fonction publique du Canada. Je suis accompagné de ma collègue Zineb Layan, également conseiller en ressources humaines. Ça me fait grand plaisir d'être ici parmi vous. Également, on est accompagné de Mme Aline Morissette, également du comité externe à l'examen des griefs militaires, donc une organisation très spécifique au gouvernement du Canada. Elle va vous parler plus tard des opportunités d'emploi dans son organisation également. Donc, pour l'instant, d'un côté, on va présenter les opportunités de carrière dans le gouvernement du Canada en général. Donc, d'abord, je vais partager mon écran et c'est ma collègue Zineb qui va commencer la présentation. Donc, juste un moment. Parfait. OK. Je vais te laisser cliquer sur le bouton là, Michel. Parfait. Excusez. Non, c'est pas grave. Hmm. OK, parfait. Vu que Michel a déjà fait une très bonne introduction, je crois qu'on peut juste aller directement dans le contenu de la présentation. Donc, pourquoi vous joindre à la fonction publique du Canada? Le travail à la fonction publique a des effets bien tangibles sur la vie des Canadiennes et des Canadiens. Ce que nous faisons à chaque jour est très important, qu'il s'agisse de repousser les limites de la science, de sauver des vies ou même de contribuer à la sécurité mondiale. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités et de possibilités. Puis, peu importe votre passion ou même vos intérêts, la fonction publique pourrait avoir une occasion à vous offrir. On a un site web qui s'appelle Emploi GC, puis on va parler un peu plus de ça après, où vous pouvez trouver tous nos affiches qui sont publiées à l'externe pour plusieurs types d'opportunités au gouvernement fédéral. Bien sûr, il y a plusieurs raisons pourquoi vous voudriez joindre la fonction publique. Mais moi, je crois que la plus importante, c'est que vous avez l'occasion de vraiment faire progresser votre carrière au sein de la fonction publique. Puis vous allez avoir accès à plusieurs réseaux, accès à des formations et des cours d'emploi, soit en ligne ou en personne. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour progresser votre carrière. Donc, vous pouvez postuler de différentes façons pour améliorer vos chances de trouver le bon cheminement de carrière pour vous. On a des répertoires de recrutement et on a aussi des offres d'emploi très spécifiques.
Donc, vous pouvez postuler pour faire partie des répertoires qui sont vraiment grands, qui incluent plusieurs types de boulot. Mais vous pouvez aussi postuler à des offres d'emploi très spécifiques, par exemple dans un cheminement spécifique comme les TI ou les sciences, quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment plusieurs opportunités. Donc, si vous êtes présentement un étudiant ou étudiante, on a vraiment plusieurs programmes pour votre considération. Premièrement, il y a le programme PFETE. Ça s'appelle le Programme fédéral d'expérience au travail étudiant. Ça inclut deux types d'occasions, l'occasion d'emploi pour étudiants autochtones et aussi l'occasion d'emploi pour étudiants en situation de handicap. Donc, le programme PFETE vous donne l'opportunité d'être considéré pour différents types d'emplois, n'importe où au gouvernement fédéral et aussi à travers le Canada. Donc, vous devez être un étudiant à temps plein présentement et aussi retourner aux études le prochain semestre à temps plein pour être éligible, mais il y a aussi d'autres critères d'éligibilité qui sont indiqués sur notre site Web. Ce programme est vraiment ouvert tout au long de l'année. Donc, il n'y a vraiment aucune date limite pour postuler. Alors, vous pouvez vraiment postuler à n'importe quel moment pendant l'année. Et c'est ouvert vraiment à tous les étudiants qui étudient à temps plein. Il n'y a pas d'âge limite pour poser votre candidature. Ensuite, on a le programme des adjoints de recherche. Ça, c'est vraiment pour ceux d'entre vous qui sont en train de compléter un programme d'études qui a un projet de recherche obligatoire. Par exemple, si vous êtes en train de compléter votre maîtrise et vous avez une thèse à compléter dans votre maîtrise, ben, vous pouvez toujours considérer ce programme comme une option pour vraiment terminer cette thèse. Et puis finalement, il y a le programme Co-op. Pour ce programme, vous allez vraiment devoir communiquer avec votre bureau de Co-op pour plus d'informations sur comment fonctionne le programme dans votre école spécifiquement et comment postuler à des offres d'emploi dans ce programme. Malheureusement, on n'affiche pas des opportunités coop sur notre site web, donc on ne peut malheureusement pas vous donner plus d'informations sur comment postuler à ce programme. Puis si vous voulez apprendre un peu plus à propos de n'importe quel programme à l'intention des étudiants, on vous encourage à visiter notre site web et de bien sûr postuler le plus tôt que possible pour ne pas manquer des opportunités. Donc, on peut partager les liens à nos sites web dans le chat. Je ne sais pas, Michel, si tu peux rapidement insérer les liens là pendant que je parle. Donc, c'est un peu ça, les programmes étudiants. Voyons maintenant le programme fédéral d'expérience travail étudiant en un peu plus de détails. Donc, comme j'ai mentionné dans le diapo précédent, le programme PFETE inclut deux types d'occasions. Ça inclut l'occasion d'emploi pour les étudiants en situation de handicap et les occasions d'emploi pour les étudiants autochtones. Donc, si vous êtes un étudiant autochtone ou un étudiant en situation de handicap, vous pouvez choisir de vous autodéclarer sur votre candidature pour être considéré pour ces deux types d'occasions d'emploi dans le programme PFETE. Regardons maintenant les programmes à l'intention des diplômés pour ceux d'entre vous qui allons bientôt avoir leur diplôme ou peut-être pour ceux qui ont déjà obtenu leur diplôme. Donc, si vous avez déjà un diplôme, vous allez bientôt l'obtenir. Vous pouvez considérer le recrutement postsecondaire. C'est un programme qui est quand même très intéressant. On affiche plusieurs opportunités dans différents domaines. Par exemple, une des affiches qu'on va afficher cette année est un processus de sciences des données. Mais il y a vraiment d'autres affiches qui s'en viennent, comme par exemple un processus d'épidémiologiste. C'est juste pour vous donner une petite idée
des affiches qu'on lance sous la campagne cette année. Mais bien sûr, on vous encourage de visiter notre site web pour vraiment voir les affiches quand on les met live et bien sûr pour postuler à tout ce qui vous intéresse en novembre. Puis ensuite, il y a le recrutement des leaders en politique. Ce programme est pour ceux et celles d'entre vous qui ont une maîtrise déjà et qui ont déjà un peu d'expérience en politique aussi et qui veulent bien sûr devenir des leaders en politique. On lance une campagne pour ce programme chaque année et cette année, la campagne va être lancée le 17 octobre, donc dans quelques jours. Ça s'en vient très, très proche. Donc maintenant, je vais passer le microphone virtuel à mon collègue Michel pour vous parler un peu d'emploi GC. Merci beaucoup, Zineb. Donc, oui, donc je vais vous parler d'emploi GC. Donc, c'est le site web principal où est-ce que vous pouvez postuler aux emplois réguliers au gouvernement du Canada. Donc, si vous n'avez pas créé de compte, ça va être bien important de le faire pour pouvoir postuler à toutes les opportunités d'emploi que nous offrons. Donc, comme je disais, ça va être bien important de créer un compte. Donc, pour faire ça, vous allez visiter canada.ca/emploi GC. On va mettre le lien dans le chat. Sinon, par Google, ça se trouve très facilement. Donc, c'est très facile à trouver. Vous allez devoir créer un compte. Sous l'image à droite que vous voyez, c'est à quoi ressemble le site web quand vous allez sur le site. Vous avez, entre autres, le moteur de recherche, chercher un emploi au gouvernement du Canada. Et vous avez également le bouton Ouvrir une séance en ligne ou créer un compte emploi GC pour ouvrir une séance dans votre compte afin de postuler sur les emplois. Donc, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez quand même aller dans le moteur de recherche pour les autres emplois. Mais pour postuler, ça va être bien important de créer votre compte et je vais vous expliquer quoi faire exactement et comment ça fonctionne. Donc, également, en créant votre compte, vous allez également pouvoir vous créer vos propres alertes courriels avec vos propres filtres. Donc, comme ça, vous allez pouvoir, euh, cibler les emplois qui vous intéressent vraiment. Et comme ça, vous allez être sûr que vous allez manquer aucune offre d'emploi qui pourrait être intéressante pour vous. Également, juste vous informer que certaines offres d'emploi sont affichées seulement pour quelques heures, d'autres pour quelques semaines, même des fois pour quelques mois. Donc, ça dépend vraiment du type d'emploi. Donc, c'est bien important de vérifier régulièrement le site pour voir les nouveautés, surtout si on est en recherche active d'un emploi. Parfait. Donc, comme vous voyez ici, le sac rouge, ça, c'est le bouton pour ouvrir une séance en ligne. Et ça, c'est le moteur de recherche d'emploi sur Emploi GC. Donc, si vous n'avez jamais postulé un emploi au gouvernement du Canada auparavant, les fois, les termes ça peut être un peu déconcertant. Donc, sur une affiche typique d'un poste sur Emploi GC, vous allez voir, entre autres, la durée du mandat. Est-ce que c'est des postes indéterminés, des postes à durée déterminée, donc avec une date de début, une date de fin, des postes occasionnels, c'est-à-dire des postes qui sont seulement pour une durée maximale de 90 jours civils, donc par année. Vous allez tout voir cette information-là sur la fiche. Vous allez également voir l'objectif du processus. Donc, est-ce que c'est vraiment pour combler des postes spécifiques? Est-ce que c'est un inventaire? Est-ce que c'est un bassin? Donc, ça va être expliqué sur la fiche également. Vous allez également voir l'élément le plus important, les qualifications essentielles pour l'emploi. Donc, c'est-à-dire, on parle ici de l'éducation et les expériences qui sont dites essentielles pour occuper le poste. C'est bien important de s'assurer qu'on a toutes les qualifications essentielles avant de postuler parce que sinon, notre candidature va être rejetée si on n'a pas toutes les qualifications dites essentielles. Donc, ça va être affiché sur la fiche en question. Également, vous allez voir les atouts. Donc, les atouts, c'est des
Ça peut être un diplôme ou des expériences qui peuvent être bénéfiques à l'emploi, mais ce n'est pas obligatoire de les avoir au moment de postuler. Donc, si vous ne les avez pas, ce n'est pas grave, là, vous ne serez pas éliminé. Cependant, si vous les avez, ces atouts-là, c'est bien important de le mentionner également pour vous permettre de vous distinguer justement dans votre candidature. Et également, vous allez voir les exigences de langue. Si vous n'êtes pas familier, là, donc vous allez voir souvent des lettres comme BBB, CCC, CBC, des combinaisons comme ça. Ça, on parle ici des exigences de bilinguisme. Donc, pour certains postes, le bilinguisme est requis. Donc, vous allez voir, par exemple, bilingue impératif, c'est-à-dire que la personne doit être bilingue dès le départ, avant même d'occuper le poste. Et des cours de langue ne pourront pas être fournis pour que la personne puisse se mettre à point dans sa deuxième langue. BBB est le critère minimal pour être considéré comme bilingue dans un poste. Donc, BBB, c'est-à-dire, on parle ici de compréhension de l'écrit, compréhension de lecture et compréhension de l'expression orale. Donc, c'est les trois aspects de la langue seconde qui sont évalués. Si vous n'avez pas des résultats de langue seconde valides, ne vous inquiétez pas. Quand vous allez postuler et que vous allez vous rendre plus loin dans le processus de recrutement, vous allez être appelé à passer des examens de langue. Donc, vous n'avez rien à faire de votre côté spécifiquement. Vous n'avez pas de frais à débourser. C'est vraiment, entre autres, la Commission de la fonction publique qui s'occupe de faire les tests de langue seconde. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus si vous n'avez pas de résultats pour l'instant. Certains postes sont également non bilingues. Donc, il y a des postes qu'on appelle anglais essentiel ou des postes français essentiel. Donc, ça dépend vraiment du type de poste qui doit être comblé et en fonction des fonctions de la personne qui doit occuper le type de poste en question. Donc, ça dépend vraiment des tâches. Par exemple, Zineb et moi-même, on fait des présentations en français et en anglais dans notre travail, donc on doit être bilingue. Donc, c'est un bon exemple que je peux vous donner. Donc, quand vous allez dans le moteur de recherche, vous avez trouvé un poste qui vous intéresse et vous êtes prêt à postuler. Et vous avez créé votre compte, donc vous êtes prêt. Donc, c'est bien important de suivre les instructions dans l'offre d'emploi. Des fois, les instructions spécifiques, des prérequis. Donc, c'est bien important de lire attentivement la fiche au complet. N'attendez jamais à la dernière minute pour postuler parce que vous pouvez manquer des informations très importantes. Et ce serait dommage que vous soyez éliminé parce que vous avez mal compris ou n'avez pas lu une consigne en particulier. Donc, comme je disais, déposez votre candidature avant la date limite. Bien important. Les postes, vous allez voir souvent dans la date limite pour les postes externes, souvent c'est 23h59 heure du Pacifique. Donc, 2h59 du matin à l'heure de l'Est. Donc, mais n'attendez pas à 2h59 pour peser sur le bouton. Si vous avez des problèmes techniques, si votre Internet vous lâche, vous ne pourrez pas postuler si vous ratez cette date limite-là. Également, présentez seulement ce qui est demandé. Excusez-moi, j'ai un petit problème avec mon micro. J'ai présenté seulement ce qui est demandé. Donc, ne donnez pas des informations superflues. Tenez-vous vraiment à l'essentiel. Donc, soyez clair et concis. Dans certaines offres d'emploi, on va vous demander peut-être une lettre de présentation. Donc, si c'est le cas, assurez-vous que votre lettre de présentation concorde avec les renseignements de votre CV. Donc, assurez qu'il n'y a pas de contradiction, d'informations inconsistantes. Ça pourrait vous nuire. Comme je disais, soyez clair et précis. Et également, quand vous postulez sur un poste, n'hésitez pas à demander des mesures d'accommodement si vous en avez besoin. Ma collègue Zina va en parler un peu plus loin également sur comment ça fonctionne. Parfait. Maintenant, les questions de présélection. Ceux qui ont déjà postulé sur Emploi GC savent de quoi je parle. Si vous ne l'avez déjà jamais fait, c'est une étape essentielle. Donc, ces questions de présélection sont là pour assurer que les candidats rencontrent les qualifications dites essentielles et également, des fois, s'ils rencontrent les qualifications constituant un atout. C'est la partie la plus longue à faire durant une application. Ça demande des réponses complètes, donc pas des mots-clés. Vous ne pouvez pas dire allez voir mon CV dans votre réponse dans la boîte
dans l'encadré que vous voyez à l'écran, ça prend vraiment les réponses complètes. Donc, n'attendez pas la dernière minute pour postuler parce que certains postes, des fois, beaucoup de questions de présélection et ça peut être long à faire, surtout si vous n'avez pas déjà vos réponses préécrites. Donc, si vous le devez taper à la main de A à Z, ça peut être assez long. Une fois que vous avez tapé vos réponses, on vous encourage de les sauvegarder sur un document Word séparé afin de vous constituer votre propre banque de réponses. Parce que souvent, vous allez voir, plus que vous postulez sur des postes, souvent, ça va être les mêmes types de questions qui vont revenir. Vous allez réutiliser les mêmes exemples parce que c'est basé sur votre expérience à vous. Donc, c'est normal que vous réutilisez les mêmes exemples avec quelques différences à gauche, à droite. Donc, on vous recommande vraiment de sauvegarder vos réponses. Comme ça, vous allez avoir votre banque de réponses et ça va vous permettre de postuler beaucoup plus rapidement pour les prochains processus. Donc, quand vous répondez à ça, on vous recommande, donc, comme je disais, utiliser des réponses complètes, claires. On vous recommande également d'utiliser la méthode STAR. C'est un acronyme. Donc, STAR, S, c'est pour situation, T pour tâche, A pour action, R pour résultat. Donc, ici, vous tenez à ce modèle-là. Quand vous donnez vos réponses, ça aide à être concis et clair et ça aide également la personne qui vous évalue à mieux vous comprendre. Donc, c'est une bonne manière de répondre. Également, on vous recommande toujours aussi d'indiquer les dates et le lieu où est-ce que vous avez acquis votre expérience. Pour certains processus, on va vous demander de mettre la date. Donc, c'est bien important de le faire. C'est une bonne habitude de toujours le faire également. Et encore une fois, faites attention à votre grammaire, vos structures de phrases, parce que votre capacité à communiquer par écrit va être évaluée dans ces questions de présélection-là. Donc, c'est bien important de se rappeler de toujours bien se relire et avant de postuler. Donc, comme je vous disais, c'est la section la plus difficile, la plus longue à faire, mais plus que vous en faites, vous allez prendre l'habitude et vous allez développer vos propres trucs et en vous construisant votre propre banque de réponses, vous allez pouvoir aller beaucoup plus rapidement dans le temps. Donc, ça peut être un peu déconcertant au début quand on n'en a jamais fait, mais après ça, vous allez voir, là, vous allez être capable ça va être beaucoup plus facile là, pour le défaire par la suite. Donc, pour le curriculum vitae, juste pour revenir rapidement, dans la fonction publique fédérale, ce n'est pas différent que du secteur privé. Donc, c'est un curriculum vitae standard. 2 pages, c'est bien suffisant. Donc, c'est les informations normales qu'on retrouve, donc les noms et coordonnées, les points saillants de vos compétences, vos qualifications, votre éducation, bien sûr, votre expérience professionnelle, le diplôme, le certificat, les prix et bourses que vous avez obtenus, par exemple, durant vos études. Également l'expérience de bénévolat. Donc, l'expérience de bénévolat est utile, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'expérience de travail. N'hésitez pas à mettre vos expériences de bénévolat. Également, vous pouvez utiliser vos expériences de bénévolat dans les réponses de présélection. Donc, ne jetez pas ça à la poubelle. Le bénévolat ce sont des bons exemples que vous pouvez utiliser dans les questions de présélection et à mettre dans votre CV également. Donc, gardez ça en tête. Maintenant, au niveau des études, si vous avez fait vos études à l'extérieur du Canada, donc vous avez obtenu un diplôme, par exemple, universitaire dans une université dans un autre pays, vous devez absolument obtenir une équivalence canadienne. Ici, dans le diapositive, c'est marqué avant le début de la période des examens, mais honnêtement, je vous recommande, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous recommande de le faire dès maintenant, même si vous n'avez pas encore postulé sur des postes, afin de vous assurer que vous avez cette équivalence-là en main au moment qu'on va vous le demander. Dépendant du pays et l'université, de l'institution où vous avez fait vos études, des fois, ça peut être très long pour avoir l'équivalence. Donc, c'est pour ça qu'on vous recommande de commencer dès maintenant le processus. On va mettre le lien. Le gouvernement du Canada fait affaire avec divers fournisseurs d'équivalence. Donc, vous pouvez choisir dans la liste le fournisseur qui convient le mieux selon vos besoins et selon votre situation. Mais encore une fois, on vous recommande de le faire immédiatement parce que ce serait dommage de ne pas obtenir un poste parce que vous n'avez pas votre équivalence en main. Et ça pourrait retarder votre nomination si vous êtes éligible à un poste. Donc, vraiment, faites-le le plus tôt possible. Si ça
s'applique à vous. Maintenant, les langues officielles, j'en ai parlé rapidement. Donc, certains postes nécessitent le bilinguisme ou d'autres non. Cependant, quand vous faites des examens pour un poste ou même une entrevue, vous pouvez choisir d'utiliser le français ou l'anglais à n'importe quelle étape du processus d'embauche, peu importe où vous vous trouvez au Canada. Même si c'est des postes, par exemple, qui sont anglais essentiels. Vous pouvez, c'est votre droit de faire le processus en français si c'est ça que vous voulez. Bien sûr, si vous postulez pour un poste en anglais essentiel, vous faites toutes les étapes de sélection en français. Le gestionnaire d'embauche va sûrement pouvoir tester votre anglais par la suite, mais au niveau du recrutement, c'est votre droit d'utiliser la langue officielle de votre choix, peu importe les exigences linguistiques du poste. Donc, gardez ça en tête. C'est bien important à se rappeler. Maintenant, vous avez postulé. Qu'est-ce qui se passe après? Vous avez envoyé votre application sur Emploi GC et après ça, vous demandez qu'est-ce qui se passe. Ben, souvent, ça peut être assez long avant de franchir la prochaine étape et de se rendre jusqu'à la fin. Donc, le ministère ou l'organisme d'embauche présélectionne les candidats et les évalue. Donc, la première étape, c'est les questions de présélection que vous avez remplies au moment de postuler. Par la suite, habituellement, il y a un examen écrit spécifique au poste à combler. Il y a également une entrevue. Il y a les prises de référence, l'enquête de sécurité, parce que chaque fonctionnaire doit avoir au minimum une cote de fiabilité pour pouvoir travailler dans la fonction publique fédérale. Il y a également les évaluations de langue seconde, si ça s'applique à votre cas, si vous avez besoin des résultats valides. Donc, ça peut prendre plusieurs mois, honnêtement, avant d'être qualifié dans un bassin et obtenir une offre d'emploi. Donc, souvent, on reçoit souvent le type de question, mais pourquoi je n'obtiens pas de nouvelles? C'est que c'est pas cause qu'on vous a oublié, c'est que le processus suit son cours et il y a plusieurs étapes à franchir. Donc, juste garder ça en tête. Ça peut prendre quelques semaines, quelques mois là, avant de se rendre à la prochaine étape du processus de recrutement. Surtout s'il y a beaucoup de personnes qui postulent. Donc, ça dépend également du volume de candidature. Également, bien important à souligner, si vous n'êtes pas un citoyen canadien, mais que vous résidez au Canada, votre candidature est la bienvenue. Mais vous devez vraiment garder en tête que la préférence est accordée aux vétérans, aux citoyens canadiens et aux résidents permanents. Donc, si vous êtes résident permanent, la loi a changé récemment. Donc, maintenant, les résidents permanents du Canada sont mis sur le même pied que les citoyens canadiens. Donc, les citoyens canadiens n'ont pas priorité sur les résidents permanents. Donc, c'est la bonne nouvelle. Donc, si vous êtes résident permanent du Canada, allez-y, postulez et vous avez les mêmes chances que les citoyens canadiens. Donc, mais cependant, si vous avez juste, par exemple, un permis de travail, vous pouvez postuler, mais gardez en tête que vous n'aurez pas priorité sur les soins canadiens et les résidents permanents. Donc, juste gardez ça en tête. Maintenant, je vais recéder la parole à ma collègue Zinem, qui va vous parler justement des mesures d'adaptation si vous en avez besoin durant le processus de recrutement. Et également, elle va vous parler de l'importance de l'autodéclaration. Merci. Merci, Zinem. Parfait, merci beaucoup, Michel. Donc, parlons un peu des mesures d'adaptation en termes d'évaluation. Alors, si vous avez des limitations fonctionnelles qui sont liées à un handicap et puis que vous participez à un processus de sélection, par exemple, vous allez faire un examen ou une entrevue, bien, vous pourriez avoir besoin des mesures d'adaptation. Donc, une limitation fonctionnelle peut être temporaire, elle peut être visible ou même invisible. Ça dépend vraiment de votre situation personnelle. Mais juste pour vous laisser savoir, quand vous demandez pour des mesures d'adaptation, vous devez fournir des renseignements sur les limitations fonctionnelles pour que des mesures d'adaptation soient prises. Pour vous aider pendant un examen ou une entrevue ou n'importe quelle étape dans le processus de sélection.
Donc, juste pour vous laisser savoir, ils n'ont pas à, vous ne devez pas nous fournir la cause, mais vous devez quand même nous préciser en quoi la limitation fonctionnelle influe sur votre évaluation. Donc, c'est important de noter que les mesures d'adaptation en matière d'évaluation ne consistent pas nécessairement à modifier les qualifications qui sont évaluées pendant le processus de sélection, ni le niveau de compétence qui est requis, mais elles peuvent quand même occasionner des changements à la façon d'évaluer une qualification ou à l'environnement où vous allez compléter l'évaluation. Donc, c'est vraiment, les mesures d'adaptation sont vraiment conçues pour éliminer les obstacles sans vraiment modifier les critères qui sont évalués. Donc, si vous avez besoin de mesures d'adaptation, lorsque vous participez dans un processus de sélection, vous pouvez toujours consulter l'offre d'emploi ou même la convocation de l'évaluation ou l'invitation pour une évaluation pour être en mesure de communiquer avec la personne qui est responsable des mesures d'adaptation dès que possible. Et la plupart du temps, il y a comme une date limite qui est spécifiée, indiquée dans votre invitation pour votre entrevue ou examen ou n'importe quel type d'évaluation. Donc maintenant, voyons l'autodéclaration et de quoi il s'agit. Donc, certains emplois sont ouverts spécifiquement aux membres d'un groupe d'équité en matière d'emploi. Par exemple, dans le programme PFETE, on a une occasion d'emploi pour les étudiants en situation de handicap. Et puis, on a aussi les occasions d'emploi pour les étudiants autochtones. Ce sont deux types d'exemples des processus de sélection qui sont ouverts spécifiquement aux membres d'un groupe d'équité en matière d'emploi. Mais lorsque vous postulez à n'importe quel emploi au gouvernement du Canada, on vous demandera de remplir un formulaire d'autodéclaration afin de vous identifier comme membre d'un des 4 groupes. Puis, on va vous montrer les 4 groupes dans le prochain diapo. Mais on voulait juste vous laisser savoir que l'autodéclaration est volontaire. Elle est fortement recommandée. C'est juste une bonne façon de vraiment aider à améliorer la représentation au sein de la fonction publique fédérale. Et puis, bien sûr, vous avez l'avantage d'avoir des processus de sélection qui sont spécifiquement ouverts aux membres d'un groupe d'équité en matière d'emploi. Donc, voyons les 4 groupes qui peuvent s'autodéclarer. Donc, il y a les femmes, les peuples autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres des minorités visibles. Donc, c'est tout pour notre présentation aujourd'hui. Merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui et nous espérons que vous avez beaucoup appris. Je crois qu'on peut maintenant probablement commencer à répondre à vos questions. Si tu n'as rien d'autre à ajouter, Michel? Non, merci, Zineb. OK. Bon. Juste vous dire, vous voyez nos coordonnées ici. On peut les remettre à la fin. Oui. Et juste une nouveauté qu'on fait maintenant, on essaie d'avoir de la rétroaction des participants. Donc, je vais passer à la prochaine page. Si vous peut-être pouvez scanner le code QR et répondre à un court sondage de 5 minutes sur l'événement. Donc, on apprécierait beaucoup d'avoir votre rétroaction. Donc, je vais juste le laisser ici un peu. Et par après, je passe la... Mais avant, peut-être la période des questions, peut-être on va passer la parole, je pense, à Mme Aline Morissette pour qu'elle puisse présenter son organisation. Et je pense, Alexandre, on pourra revenir aux questions par après. Oui, effectivement, on va revenir aux questions par la fin, après Aline, parce qu'il y avait des questions sur le recrutement des militaires. Donc, je préfère qu'Aline passe avant. Super. Donc,
Donc, Aline, je ne sais pas si vous avez un écran partagé. Ah, non, non. Non, parfait. Moi-même, OK. j'ai juste des notes. OK. Bon, ben, je vous remercie de m'inviter à faire une présentation à votre groupe. Je suis Aline Morissette. Je suis également une conseillère en ressources humaines qui travaille pour le comité externe d'examen des griefs militaires. Avant de commencer, je vais vous dire que la plupart des employés de la fonction publique sont des employés soit à temps plein, indéterminé ou durée déterminée. Quand ça ne va pas bien avec notre emploi, on est mécontent pour quelque chose, on peut soumettre un grief. C'est ni plus ni moins une plainte et ça va être traité à l'interne. Les clients de notre organisme sont les militaires. Les militaires des Forces armées canadiennes ne sont pas des employés. Quand ils sont mécontents de quelque chose, les choses vont pas bien, ils veulent se plaindre de quelque chose, ils soumettent également un grief. C'est le même mot, mais c'est traité différemment. Le grief est envoyé à notre organisme pour évaluation de façon impartiale et la réponse est renvoyée au chef d'état-major pour réponse. Donc, notre organisme, rapidement, on est un tout petit groupe de 50 employés, ce qu'on appelle une micro-organisation, tellement petit qu'on est plus petit que petit. On est microscopique. Puis, on est très important de souligner qu'on est impartial. On ne se rattache pas, on n'a aucun lien avec la défense nationale pour pouvoir bien évaluer les cas et rendre une décision tout à fait juste. On est un tribunal administratif avec des pouvoirs quasi judiciaires. Notre bureau est situé au 60 Queen, rue Queen, à Ottawa. Nous, avec vous entendez peut-être dans les médias la fonction publique fait un retour au travail progressif. Chez nous, on s'est donné comme attention, on a vu que pendant la pandémie, on fonctionnait bien à distance et on continue de fonctionner ici pour la plupart des postes. Il y a juste quelques services chez nous, par exemple, les achats, s'ils reçoivent quelque chose, bon, il faut qu'il y ait le bureau ou si on reçoit du courrier, il y a quelqu'un qui se déplace pour aller ouvrir les enveloppes sur place. Mais le plus gros du temps, s'il n'y a pas de tâches à aller faire au bureau, on ne se déplace pas. Nos employés peuvent continuer de travailler de la maison. Les premiers contacts que j'ai eus avec Michel et Alexandra auparavant, on m'a demandé, bon, est-ce que tu peux nous partager le poste que tu as accompli, l'annonce qui est sur le site? Je dis, non, je n'ai pas de poste présentement affiché. Il n'y a pas de poste qu'on a besoin de combler maintenant, mais je vais vous parler d'un poste qu'on compte de façon routinière régulièrement. C'est un poste d'entrée. Le titre est adjoint au greffe. Alors, lui donne, et c'est de niveau classification CR5, donc c'est un commis au niveau 5. Le salaire de départ est 55 000 $ par année. C'est un poste d'entrée. Donc, c'est pour ça que bon, les gens arrivent, font un petit bout chez nous, puis passent à d'autres choses, à d'autres emplois. Alors, on a à le combler régulièrement. Donc, je vous fais la présentation de ce poste-là. Notre besoin, c'est de le combler. On le comble souvent de façon occasionnelle, comme Michel le mentionnait plus tôt. 90 jours, c'est la limite de temps qu'on peut avoir, mais c'est arrivé qu'on ait eu besoin de garder ces personnes plus longtemps et l'emploi temporaire, occasionnel de 90 jours a donné lieu à un emploi de durée indéterminée si on a besoin de garder la personne. Donc, des choix. Mais, grosso modo, le poste travaille au greffe. Ce groupe-là s'occupe de la réception des griefs, de la gestion administrative du grief et au renvoi de la réponse au candidat. La personne qui est l'agent, non, pas l'agent, l'adjoint au greffe reçoit la demande et s'occupe de l'entrée dans le système WebSim, le suivi dans le système, puis aussi donne des services de soutien au greffe, à la greffière,
et ainsi que quelques autres employés chez nous, dont les avocats, les chefs d'équipe, les agents principaux au grief. On lui demande des fois de faire de la recherche dans le système et aussi il travaille à la réponse finale. Quand tous les autres services ont évalué le grief et rendu une réponse, c'est l'adjoint qui prépare, selon des critères bien spécifiques, la réponse finale pour l'envoyer au plaignant. C'est un poste bilingue au niveau CCC. Michel, vous mentionnez que le niveau d'entrée est BBB. Dans ce cas-ci, c'est au niveau CCC. Mais pour un poste temporaire, on va juger, voir si vous êtes apte à travailler en anglais ou moins. Je sais que vous êtes francophone. Puis, c'est un des postes, c'est un poste très varié. Les tâches sont variées, ça c'est intéressant de ne pas toujours faire la même chose. Et en dernier lieu, je voudrais dire que c'est un poste où on aimerait que la personne travaille ou habite dans la région de la capitale nationale, parce que c'est un des postes qui, de temps en temps, de façon régulière, occasionnelle, cette personne a besoin de se déplacer au bureau. Archive. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous et on va retourner à la période de questions en général et je vais me faire plaisir de répondre à vos questions si vous en avez pour moi. Oh, juste une petite chose, okay. Surtout que personne ne m'a donné. Moi, j'allais recueillir des CV puisqu'on n'a pas d'annonce. Je vais, dans le chat, je vais ajouter mon adresse courriel et vous pourrez m'envoyer au CV si ça vous tente d'avoir plus de réponses, si vous avez plus de questions, puis si vous voulez m'envoyer votre CV. Alors, je retourne la parole là. OK. Merci, Aline. Donc, je crois que tous les participants pourraient voir, Aline a mis son adresse courriel dans le chat. Vous pouvez lui envoyer votre CV au besoin, si ça vous intéresse, après la description qu'elle vous a faite. Et puis, je pense qu'elle va vous apporter les éléments de réponse à votre CV. Je crois qu'on va passer maintenant à la période de questions. Il y a des questions que j'ai recueillies qui ont déjà été répondues, probablement. Donc, peut-être, je vais pas les reposer, mais je vais les lire. Et puis, Michel ou alors Znap, vous verrez si vous avez déjà donné des réponses dans le PowerPoint. Donc, la première question, c'était la question de Slim. Il posait la question de savoir, bonjour, BBB, ça correspond à quel CLB, s'il vous plaît? Ça, c'est les tests de langue. Pouvez-vous juste répéter? Je pense qu'on a j'ai mal compris. Le BBB correspond à quel CLB, s'il vous plaît? Ça, c'est la question. Je ne sais pas c'est quoi un CLB. Je crois que quel CLB? Oui, ça, c'est quoi? Ouais, je pense. CLB, je crois que c'est les compétences linguistiques pour ceux qui font les tests de langue. Ah, OK. En tout cas, je crois qu'il faut savoir ça correspond à quel niveau, si vous voulez. Oui. Mais c'est ça, ce que la Commission de la fonction publique administre les tests standardisés d'évaluation de langue seconde. Donc, pour la compréhension de l'écrit et de lecture, ce sont les tests écrits. Et pour la compréhension de l'oral, ça va être un évaluateur de langue seconde qui va évaluer les compétences de communication orale avec la personne. Donc, ça va être un test oral. Et c'est cette personne-là, c'est vraiment les évaluateurs de langue seconde à la Commission de la fonction publique qui déterminent le niveau atteint par un candidat. Donc, ce sont eux les experts là, qui, avec leur propre barème, leurs propres critères, qui déterminent le niveau de compétence linguistique d'une personne. Mais comme je vous disais dans la présentation, le BBB est le critère minimal pour être considéré comme bilingue. Donc, mais comme Aline a dit, il y a certains postes qui nécessitent un niveau supérieur. Donc, par exemple, ça peut être un niveau CCC, tandis que d'autres postes sont anglais ou français essentiel. Donc, ça dépend vraiment du poste à combler. Et on ne pourrait pas vous dire présentement c'est quoi
la différence entre un B et un C. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment les évaluateurs de langue seconde là, avec leur propre barème qui déterminent c'est quoi votre niveau. OK. Michel, merci beaucoup. Juste pour clarifier ce point-là, parce que c'est moi qui ai posé la question. En fait, il y a des résidents permanents qui passent des tests chez YMCA, etc. Et à partir de là, on reçoit une appréciation, un rating. Et c'est ce rating-là qui est CLB. Donc, c'est le sens de ma question. Mais je comprends que finalement, ça peut être utile, mais l'évaluation finale se fera auprès des experts de la fonction publique. Oui, c'est ça. Si vous avez Ouais. fait des cours, par exemple, d'anglais avec le YMCA, ces résultats-là ne sont pas transférables à la fonction publique. Ça vous prend absolument des examens d'évaluation de langue seconde de la Commission de la fonction publique. Donc, ça peut quand même vous donner un bon aperçu où est-ce que vous êtes rendu dans vos compétences de langue seconde, mais vous allez absolument devoir passer les examens de langue seconde avec la Commission de la fonction publique si vous n'avez pas les résultats valides auparavant. Donc, OK. c'est ça. Merci pour la clarification. La prochaine question, c'est une question de Ibrahim. Un instant. Oui, non, c'est la question d'Emery. Donc, bonsoir. Est-ce qu'une personne qui est en processus d'immigration peut postuler pour une offre d'emploi au gouvernement? En fait, est-ce que vous m'avez compris? Oui, je pense que ça justifie un peu, mais... Oui, donc la question était de savoir, est-ce qu'une personne qui est en processus d'immigration peut postuler? Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des personnes ici qui sont en permis de travail et en permis d'études. Donc, je tenais à le préciser. Oui. Ben, quand j'ai mentionné dans la présentation, oui, vous pouvez postuler par exemple, Emploi GC ne va pas vous bloquer si vous n'êtes pas résident permanent, mais vous devez prendre en considération que votre candidature n'aura pas préséance sur les citoyens canadiens et les résidents permanents. Donc, on ne vous mentira pas, là, quelqu'un qui a juste un permis de travail, par exemple, c'est assez difficile d'obtenir un poste dans la fonction publique fédérale, à moins que vous ayez des compétences vraiment, vraiment, vraiment uniques, là. Par exemple, vous êtes un scientifique nucléaire et il n'y a personne au Canada qui a ces compétences-là. Mais habituellement, vous allez devoir. Vous ne serez pas en mesure d'obtenir un poste là, seulement avec un permis de travail. Ça va être assez difficile. OK. J'ai une autre question qui vient de Kama. Bonjour. Est-ce que c'est un ATS qui gère les présélections? Est-ce que c'est un ATS qui gère les présélections? Juste répéter, s'il vous plaît, je ne suis pas sûr qu'on a compris. Il demande de savoir si est-ce que c'est un ATS qui gère les présélections. Est-ce que vous pouvez possiblement juste nous laisser savoir c'est quoi un ATS? Bonjour. Oui. Oui. Alors, l'ATS, en fait, c'est ce qu'utilisent les boîtes, les différentes boîtes qui recrutent pour faire un pré-screening, etc. C'est un logiciel de recrutement, en fait. Voir un peu les mots-clés, les trucs. Ah, OK. Oui. Non, pour les questions de présélection, là, c'est vraiment quelqu'un de la fonction publique là, qui évalue vos réponses. Donc, souvent, les gens croient que c'est un système automatisé qui cherche juste les mots-clés. Non, c'est vraiment quelqu'un de l'autre côté de l'écran là, qui va lire vos réponses de A à Z et qui va déterminer si vous passez à la prochaine étape. Pour les autres étapes de sélection, oui, des fois, on peut faire appel à des fournisseurs spécifiques, comme par exemple la firme EPSI, qui fournit des examens, toutes sortes d'examens que nous utilisons des fois dans nos processus.
Mais non, honnêtement, non, pour les questions présélection, c'est vraiment une personne qui va les vos réponses. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'être clair dans vos réponses parce que ça aide l'évaluateur à bien comprendre vos réponses. Et justement, un bon exemple, essayez d'éviter d'utiliser des acronymes ou du jargon que la personne de l'autre côté risque de ne pas comprendre parce que si la personne ne comprend pas votre réponse, elle ne vous fera pas passer. OK. OK. Une autre question qui vient d'Ibrahim. Est-ce que les résidents permanents peuvent postuler pour la police et l'armée? Les forces militaires et les forces policières comme la Gendarmerie royale du Canada ont leur propre processus pour recruter leurs membres en uniforme. De mémoire, je ne sais pas si les résidents permanents sont éligibles, je ne crois pas. En raison, vu que c'est des domaines liés à la défense, à la sécurité nationale, des fois, ils ont des exigences plus strictes en matière de citoyenneté habituellement. Mais pour emploi GC, là, le portail principal, si vous êtes résident permanent, c'est correct. Donc, mais pour les policiers et les militaires, comme je vous disais, ça, c'est complètement différent. Vous devez aller sur le site des Forces canadiennes et de la GRC là, pour voir tous les détails d'éligibilité, d'admissibilité pour voir si vous voulez les rencontrer. OK. Une autre question que je vois ici dans le chat. Y a-t-il un moyen de faire un suivi de notre candidature? Oui, donc d'après ce que je sais, ben, tu peux essayer d'envoyer un courriel à la personne ressource qui est typiquement indiquée comme à la fin de l'affiche ou l'annonce. Puis ils peuvent essayer de vous donner une réponse comme pour expliquer un peu le processus, mais je dirais qu'il n'y a pas nécessairement une personne spécifique que vous pouvez contacter, sauf le contact sur la fiche. C'est vraiment ça. Oui, OK. comme on dit dans la présentation, ça peut être assez long, surtout s'il y a beaucoup de candidatures. Donc, on vous demande d'être patient un peu là, avant de relancer. Mais comme Dina dit, de toute façon, chaque affiche, là, il y a toujours une adresse courriel contact là, que vous pouvez contacter si vous avez des questions. Si vous avez besoin de mesures d'accompagnement également, donc vous pouvez contacter cette adresse courriel-là. OK. Une autre question. Bonjour. Est-ce que les offres d'emploi sont affichées et mises à jour sur le site de la fonction publique? Oui, sur Emploi GC, oui, comme on disait durant la présentation, il y a de nouvelles offres qui sont affichées constamment à chaque jour. Donc, on vous recommande de jeter un coup d'œil à chaque jour si vous êtes en recherche active. Juste prêtez attention à la date de fermeture pour vous assurer que vous ne ratez pas votre chance. Mais oui. Donc, et après avoir postulé, vous allez recevoir des courriels là, pour les prochaines étapes et des instructions spécifiques là, à chaque étape du processus, que ce soit pour un examen écrit, une entrevue, la prise de référence. On va toujours vous expliquer là, en détail qu'est-ce que vous devez faire à chaque étape. OK. J'ai une autre question qui me vient par courriel. Est-ce que mon niveau d'études a-t-il un impact pour postuler à la fonction publique? Je suis un jeune diplômé en maîtrise et je n'ai pas toujours eu l'occasion d'être appelé dans tous les postes où j'ai déposé la candidature. Oui, c'est une bonne question. Par exemple, vous ne pouvez pas être éliminé parce que vous avez un niveau d'éducation supérieur à ce qui est demandé. Si un poste demande un diplôme d'études secondaires 5 et vous avez une maîtrise, vous pouvez postuler. Il n'y a pas de problème. Donc, n'hésitez pas, là. On comprend que souvent, les gens veulent travailler et sont prêts à prendre un poste qui sont peut-être un peu en dessous de leurs compétences techniques et au niveau de leur éducation. Mais on ne va pas vous éliminer parce que vous êtes trop éduqué, là. Donc, si vous voyez un poste qui vous intéresse, n'hésitez pas à postuler, là, peu importe au niveau d'études. Tant que vous avez le critère minimal, c'est ça qui compte, là.
C'est tout. OK. Une autre question, je ne sais pas si ma connexion est dérange, mais une autre question que j'ai reçue également par courriel. Bonjour. Les questions de présélection nécessitent beaucoup d'attention et beaucoup de temps pour pouvoir en soumettre 2 demandes. Cela peut nous prendre jusqu'à 2 jours. La question, la personne en dessous est-il possible de ne pas répondre aux questions de sélection ou de se faire un gabarit? Ou, si possible, y a-t-il un moyen pour vous de recevoir des méthodes, comment répondre aux questions de sélection? Voilà la question. Est-ce qu'il y a un gabarit? Est-ce qu'il y a une méthode? Ou alors est-ce que vous donnez de la documentation afin que les gens puissent répondre aux questions de sélection? Ben, c'est un peu qu'est-ce qu'on a dit durant la présentation. On recommande la méthode STAR, situation, tâche, action, résultat. Et comme j'ai mentionné, ça va être bien important de faire vos propres gabarits de réponse. Donc, quand vous répondez à une question, sauvegardez la réponse sur un document Word séparé et faites-vous votre propre banque de réponses. Il n'y a pas de moyen plus rapide. Je veux dire, et vous ne pouvez pas postuler en évitant de répondre aux questions, donc le système ne vous le permettra pas. Sur Emploi GC, là, vous devez remplir chaque section avant même de pouvoir postuler sur le bouton Postuler. Sinon, le système ne vous le permettra pas. Donc, vous devez absolument répondre aux questions de présélection. Mais faites vos gabarits, sauvegardez vos réponses, et plus vous allez en faire, plus ça va aller rapidement. Parce que vous allez avoir déjà vos réponses de fait et vous pouvez les modifier au fur et à mesure en fonction des questions. Mais vous allez avoir quand même l'essentiel de vos réponses dans vos modèles. Donc, c'est ça qu'on peut vous recommander. OK. J'avais une autre question qui me vient, qui est dans le chat de Wami, qui dit, est-il possible d'avoir une chance d'avoir un job sans expérience? Car les critères, car dans des critères, on parle souvent d'expérience professionnelle et pourtant, nous sommes jeunes diplômés. Ben, un peu comme c'était mentionné, il y a le recrutement, le recrutement post-secondaire qui s'adresse justement aux jeunes diplômés. Donc, et on ne demande pas beaucoup d'expérience parce que c'est fait strictement pour les gens qui sortent du collège ou l'université. Également, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience de travail, utilisez vos expériences de bénévolat également. Dans certains cas, vous pouvez même utiliser vos expériences que vous avez acquises à l'école, par exemple dans les projets que vous avez faits, dans les recherches que vous avez faites. Donc, vous pouvez également utiliser ça comme exemple, là. Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience de travail formelle. OK. Dans le chat, j'ai plus de questions, mais je crois que je dois avoir une autre question qui est arrivée dans mon courriel. Un instant. OK. Question qui est arrivée dans mon courriel. Cela fait 8 mois que je suis dans un processus de recrutement et donc je n'ai plus la suite de ma demande. Que dois-je faire? Contactez la personne contact dans la fiche. Écoutez, je comprends, 8 mois, ça paraît long. Je peux me donner moi-même un exemple. Moi, j'ai postulé sur le recrutement post-secondaire. C'est comme ça que j'ai obtenu le poste que j'ai aujourd'hui. Et entre le jour que j'ai pesé sur le bouton postuler et le jour que j'ai eu une offre d'emploi, ça a pris 1 an. Donc, ça peut être long. On comprend là, que ça peut être décourageant des fois, mais honnêtement, ça suit son cours. Donc, vous allez toujours avoir des nouvelles pour la prochaine étape. Si vous n'êtes pas certain, écrivez à la personne contact dans la fiche, là, voir voir où est-ce que le processus est rendu. Mais c'est ça. Donc, honnêtement, on aimerait ça vous dire, ça prend un nombre, ça prend exactement un tel nombre de jours là, avant d'avoir un emploi, mais chaque processus est différent. Et habituellement, pour les processus externes, ça peut être assez long. Donc, c'est ça la réalité. Une autre question qui est dans le chat, qui vient de Neila.
Où trouver les critères d'évaluation d'entretien, s'il vous plaît? Je crois que je peux peut-être répondre à cette question, Michel. Les critères d'évaluation vont être un peu différents dépendamment du poste ou de la fiche de l'opportunité. Donc, les critères vont vraiment toujours être sur la fiche qui est postulée sur un page GC. Mais je ne sais pas, Michel, si tu peux penser à des critères spécifiques. Il y a vraiment tellement au gouvernement fédéral, puis ils sont quand même différents. Oui, ça dépend vraiment de l'opportunité, je dirais. Puis c'est toujours sur la fiche de l'opportunité. Oui. Il y a comme des critères essentiels, des critères qui sont des atouts. Donc, il y a des expériences, des critères de compétences. Je ne sais pas si tu peux penser d'un exemple, Michel. Je ne sais pas. Oui, chaque processus est unique, dépendant du type de poste. Je ne sais pas si dans votre question, vous voulez savoir sur par exemple, les compétences recherchées, par exemple, le travail d'équipe et tout. Oui. Ça, habituellement, c'est évalué à peu près pour tous les processus, par exemple, le travail d'équipe, atteindre des résultats, l'éthique. Donc, souvent, ça, c'est des compétences qui reviennent souvent dans chaque processus, là. Donc, mais au niveau des compétences techniques spécifiques, ça dépend vraiment du poste à combler, là. Donc, ça peut être, ça va vraiment, ça peut, des compétences avec la suite Office, ça peut être des compétences avec des logiciels statistiques, si vous êtes un économiste, par exemple, la programmation, si vous êtes en informatique, les langages informatiques, si vous êtes en informatique. Donc, c'est dur de vraiment donner un exemple typique, là. Il y a beaucoup, beaucoup de variétés. C'est ça la réalité. Donc, c'est pour ça que c'est OK. important de lire la fiche comme il faut pour s'assurer qu'on a vraiment toutes les qualifications essentielles. OK. Une autre question qui me vient par courriel. Est-ce que, est-ce, est-ce que postuler dans des coins retirés, par exemple, Nunavut, territoire du Nord-Ouest, Terre-Neuve-Labrador, les mesures de recrutement seront-ils plus faciles dans ces régions que des recrutements à Ottawa? Ça dépend du type de poste. C'est sûr, comme le Nunavut, vous allez voir là, sur Emploi ici, il y a des règles spéciales habituellement pour les gens qui habitent au Nunavut. Mais si vous voulez, non, je sais pas si la personne veut dire dans le sens qu'il va y avoir moins de candidats qui vont postuler vu que c'est un poste isolé. Ça se peut fort bien. Souvent, oui, la réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui est prêt à aller vivre dans un endroit isolé comme dans le Grand Nord. Les gens ont tendance à se regrouper dans les grandes villes canadiennes, Montréal, Toronto, Vancouver, Ottawa. Oui, ça peut peut-être augmenter vos chances si vous êtes prêt à aller vivre dans un endroit plus isolé, c'est sûr. Également, par expérience personnelle, si vous êtes bilingue, souvent dans les autres provinces canadiennes, surtout dans l'Ouest, ont souvent besoin de gens bilingues. Ils ont de la misère à les trouver. Donc, si vous êtes bilingue, vous êtes prêt à vous déplacer ailleurs au Canada, là, dans l'Ouest, ça peut également vous aider à trouver un poste. OK. Une autre question qui est dans le chat. Est-ce que la fonction publique observe la pénurie de la main-d'œuvre? Si oui, est-ce qu'il y a des raccourcis? Est-ce que vous avez pensé à raccourcir les délais à ce niveau? Oui, ben, la bonne nouvelle, c'est que oui, comme n'importe où ailleurs de cette façon, on a des enjeux de pénurie, on a besoin de combler des postes et on essaie le plus possible de faire les processus de recrutement le plus rapidement possible. Mais vous devez comprendre que souvent, on fait des processus pan-canadiens. Donc, des fois, on peut avoir des milliers de candidatures dans un répertoire, dans un bassin, et c'est pour ça que c'est long. Mais on travaille le plus rapidement possible pour vraiment avoir des candidats qualifiés pour nos postes.
Mais pour ce qui est de la pénurie, oui, allez-y postuler parce que, oui, comme partout ailleurs, on a besoin de nouveaux employés là, pour remplacer ceux qui quittent. OK. Une autre question ici. Bonjour. Peut-on postuler pour différentes durées de fonction pour le même poste? Par exemple, crochet partiel, temps plein. Merci. Oui, souvent, vous allez voir sur Emploi GC, là, dans les sections que vous devez compléter pour postuler, et, vous allez voir la durée du poste. Et souvent, pour plusieurs postes, il y a différents types de durée, donc temps partiel, temps plein, déterminé, indéterminé, occasionnel. Donc, vous allez voir ça, vous allez pouvoir cocher aussi quel type de durée qui vous intéresse et que vous êtes disponible. C'est pas tout le temps, là, mais souvent, surtout dans les gros répertoires, là, vous allez voir différents types de durée. Oui, ça se fait. Question. Quels sont les différentes, what is the evaluation? OK, c'est quoi les critères d'évaluation pour une entrevue chez vous? Pour une entrevue, Oui, c'est quoi les critères d'évaluation? C'est la question qu'elle pose. Donc, ouais, donc les critères d'évaluation, comme on a déjà un peu expliqué lorsqu'on répondait à une autre question, les critères d'évaluation vont vraiment dépendre sur l'opportunité. Donc, chaque poste, chaque opportunité va avoir des critères différents. C'est sûr que ça dépend aussi du gestionnaire d'embauche. Il y a quelques gestionnaires qui aiment vraiment avoir moins de critères, puis il y a d'autres qui aiment vraiment avoir beaucoup de critères à évaluer sur leur affiche. Mais on ne peut pas nécessairement vous donner comme une liste exacte des critères que vous allez voir sur chaque affiche parce qu'ils sont vraiment tous différents. Mais c'est ça, il faudra vraiment lire les affiches sur Emploi GC, puis c'est vraiment là où vous allez trouver tous les critères d'évaluation. Puis vous allez pouvoir un peu préparer pour les différentes étapes du processus de sélection. OK. Il y a une dernière question, mais avant cette question, je vais donner la parole à Alexandra Kovacevic, mon collègue dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais lui. Est-ce que Alexandra, est-ce que tu es disponible? Oui, je suis disponible. Alexandre, si tu veux, tu peux Merci. poser la dernière question, puis à la fin, je peux introduire les prochaines étapes. D'accord? OK, d'accord, ça marche. OK, il y a une dernière question. Est-il toujours obligé de faire la langue étant donné qu'on communique déjà en français ou en anglais? Euh, Est-ce que c'est obligé de faire le test de langue malgré qu'on communique déjà en français et en anglais? ben, si le poste a des exigences de bilinguisme, c'est sûr que vous allez devoir faire les évaluations de langue seconde. Mais par exemple, si vous postulez sur un poste français essentiel et vous faites votre entrevue, votre examen en français, ben, on ne vous demandera pas de faire une évaluation de langue seconde juste parce que. Donc, et même chose, l'inverse pour l'anglais également, là. Donc, je ne sais pas si c'était ça la question, mais on demande juste des évaluations de langue seconde si y a des exigences de bilinguisme pour le poste, là. OK, parfait. Je crois qu'on avait prévu 1 heure, on a pris 1h05 parce qu'on avait beaucoup de questions. Donc, je vais laisser la parole à Alexandra qui va nous donner qui a quelque chose à nous dire avant qu'on clôture la séance. Merci Alexandre pour l'introduction aussi et merci à nos intervenants de la fonction publique fédérale pour cette présentation vraiment intéressante et pour des réponses aux questions posées lors de la conférence. Et merci à tous nos participants d'avoir participé à cette conférence et à cette édition du Salon virtuel de l'emploi organisé par le RD Canada et ses membres. Il s'agit d'un événement biannuel financé par l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, comme tu as mentionné auparavant, Alexandre. Donc, comme plusieurs participants étaient en train de clavarder avec les employeurs et par la suite n'ont pas été en mesure de participer à cette conférence,
Cher intervenant, est-ce que vous êtes d'accord qu'on envoie des contacts, qu'on envoie vos contacts à toutes les personnes inscrites pour leur permettre d'obtenir des informations sur le processus de recrutement au sein de la fonction publique fédérale? Ça vous va? Oui, vous pouvez partager notre adresse courriel dans la boîte générique. Je crois que c'est sur ce diapo ici. Mais je ne sais pas si Michel, on peut juste le mettre dans le chat ou on Oui, peut l'envoyer directement à toi, Alexander. Ça oui, dérange pas. vous allez voir, je l'ai mis dans le chat déjà. Donc, Super. et vous le voyez à l'écran ici. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, là. Ça va nous faire plaisir de répondre, là. Si vous avez des questions, des inquiétudes, donc on va vous répondre. Merci beaucoup à votre disponibilité parce qu'il y a plein de participants qui n'étaient pas en mesure de participer parce qu'ils sont en train de clavarder avec les employeurs. Donc, c'est pour cette raison. Je prie aussi à tous les participants de répondre au sondage anonyme de la fonction publique pour les fins d'évaluation. C'est très important. Puis, je voudrais vous informer que la prochaine conférence portera sur le recrutement dans le secteur banquier avec les représentants de la Banque royale du Canada et la conférence débute à 13h30, heure normale de l'Est. Puis, une autre information importante aux chercheurs d'emploi, n'hésitez pas à visiter des kiosques des membres de RD Canada qui représentent ici des dizaines d'employeurs dans les provinces et territoires respectifs. Donc, ils sont là pour représenter des offres d'emploi, pour représenter des employeurs dans les provinces et territoires. C'est par exemple SCO comme Société économique de l'Ontario, Société de développement économique de la Colombie-Britannique. Horizon aussi, c'est le membre de RD Canada, de Terre-Neuve et Labrador, CDA, Carrefour Nunavut, CDTNO et autres membres de RD. Donc, ils ont des postes, ils représentent des employeurs dans leur province et territoire. Et à la fin, je voudrais juste ajouter, s'il y a éventuellement parmi vous des personnes qui ont une idée entrepreneuriale ou vous voulez, par exemple, démarrer une entreprise, mais vous ne savez pas quoi faire exactement, quelle démarche effectuer. Donc, si l'entrepreneuriat vous intéresse, visitez les kiosques de 48 heures Top Chrono. On offre des activités gratuites pour les personnes issues de l'immigration qui veulent se lancer en affaires. Il s'agit des activités vraiment extraordinaires, aussi financées par IRCC. Donc, n'hésitez pas à profiter de cette possibilité si vous avez cette fibre entrepreneuriale. Donc, merci encore une fois pour tout. Merci à nos intervenants. Merci à tous les chercheurs d'emploi présents au salon virtuel et je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à Zineb, merci à Michel, merci à Aline. C'est un plaisir toujours de vous rencontrer et de pouvoir apporter des éléments de réponse aux problèmes des personnes. On est sans ignorer la difficulté qu'on a pour postuler à la fonction publique. On est sans ignorer que tout le monde aimerait bien avoir un poste à la fonction publique. Et je pense que vous aurez les prochaines années, vous, Michel et Zineb, mais pas les participants, peut-être parce qu'il y en aura d'autres qui vont dénicher des postes et qui ne viendront plus à l'événement. Donc, voilà. Bon, ben, est-ce que Michel avait un mot de fin pour voir, parce qu'on va clôturer la séance? Non, écoutez, merci beaucoup de votre temps, votre attention pour vos questions et comme on disait, n'hésitez pas à nous écrire là, si vous avez des questions. Et honnêtement, ne soyez pas gênés pour postuler, aller de l'avant et on vous souhaite le meilleur des succès dans votre recherche d'emploi. OK. Bon, ben, merci beaucoup, Aline. Il faut visiter pour l'entrepreneuriat. Je n'ai pas compris, madame. C'est quel site il faut visiter pour l'entrepreneuriat? C'est le kiosque 48 Top Chrono, madame. OK, parfait, merci. Merci. Donc, je disais merci aussi à Aline qui s'est déplacée. Et puis, Aline, je pense qu'il y a des personnes qui vont vous écrire, effectivement. Donc, je crois qu'ils vont trouver des éléments de réponse aussi de votre côté. Et n'hésitez pas aussi, Aline, si jamais il y a de quoi, ben, Michel est là, vous savez comment faire. Et puis, voilà.
Bon, ben, écoutez, c'est un plaisir pour moi aussi d'être là et puis de vous avoir tous et d'apporter des éléments de réponse à toutes vos préoccupations. On va retourner sur la plateforme du 48 du Salon virtuel de l'emploi et on vous reviendra probablement avec la fonction publique dans une autre conférence, peut-être en début d'année prochaine. Et on va recueillir l'ensemble de vos questions. Il est très important de remplir le sondage parce que c'est à travers ce sondage que Michel saura c'est quoi vos difficultés et saura venir pour les prochains événements avec des éléments de réponse, s'il vous plaît. C'est hyper, hyper important. Voilà. Mais sur ce, je vous souhaite un bon salon et à nous revoir bientôt. Bye. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au Bye. revoir. Bye.